y a quelques heures, les experts des Nations Unies, mandatés par le Conseil de sécurité, viennent de rendre public un rapport sur la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Un rapport qui va faire mal, un rapport qui va obliger beaucoup de gens à sortir du silence. Parce que ce rapport ne dit pas ce que certains veulent entendre, mais il dit ce qu'un homme, le président Félix-Antoine Tshisekedi, répétait depuis des mois et qu'ils ont refusé de croire. On faisait semblant de ne pas croire. Ce soir, sur notre chaîne Perspective africaine, nous allons décortiquer ce rapport point par point. Nous allons suivre le fil. Et ce fil mêle à des noms connus, des noms très importants pour la RDC, des noms qui doivent s'expliquer devant le peuple congolais. Avant d'aller plus loin, soyons précis. Parce que sur les réseaux sociaux, on entend tout et son contraire à la fois. Qu'est-ce que ce rapport exactement? Le groupe d'experts des Nations Unies de la RDC, c'est une équipe d'enquêteurs indépendants mandatés par le Conseil de sécurité. Et leur rôle, c'est quoi? Leur rôle, c'est de collecter les preuves sur les soutiens aux groupes armés. Ils ne travaillent pas pour Kinshasa. Ils ne travaillent pas pour Kigali. Ils ne travaillent pas non plus pour Washington. Mais ils travaillent pour la vérité. Rien que la vérité. Et dans ce rapport que nous avons entre les mains ce soir, plusieurs éléments sont accablants. Pas pour le gouvernement Tshisekedi, pour l'opposition et en particulier pour un homme, Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, sénateur à vie. Voici ce que le rapport documente. Je cite les faits, dont je ne vais citer rien que les faits. Je ne suis pas en train de dédouaner quelqu'un ou de condamner quelqu'un, mais je vais juste faire l'analyse sur ce rapport des Nations Unies, un rapport indépendant. Trois faits accablants de ce rapport-là. Le premier fait, c'est Joseph Kabila qui a effectué des visites répétées dans des territoires occupés par les M23, AFC M23. Pas une visite, pas deux visites, mais des visites répétées depuis mai 2025. Chers amis, un ancien chef d'État ne se rend pas en territoire occupé par une rébellion armée par hasard. Non. On ne visite pas le M23 comme on visite un musée ou comme on visite un parc. Si vous allez là-bas, c'est parce que vous avez des affaires ensemble. C'est parce que vous avez des affaires avec ceux qui dirigent cette partie de la République. Le rapport de l'ONU ne dit pas autre chose. Ce que je suis en train de dire, c'est ce que le rapport de l'ONU a dit. Le deuxième fait, lors du deuxième conclave de la plateforme Sauvons la RDC, entre parenthèses, même si tout le monde sait que c'est Sauvons le Rwanda. La plateforme, leur deuxième conclave qui s'est tenu, c'était en avril 2026, si j'ai une bonne mémoire. Joseph Kabila a consigné le communiqué final, et pas en tant que simple participant, mais en tant que coordinateur du secrétariat technique. En d'autres termes, en tant que membre fondateur. Comprenez ce que cela signifie. Il n'est pas dans l'ombre, ou il n'est plus dans l'ombre. Il est devant. Il dirige, il coordonne, il signe. Joseph Kabila est le patron de Sauvons la RDC. Et Sauvons la RDC, selon le rapport de l'ONU, a un agenda convergent avec celui de l'AFC M23. Passons au troisième fait. Les experts de l'ONU documentent une convergence entre l'appel au soulèvement populaire lancé par Sauvons la RDC et les objectifs politico-militaires de l'AFC M23. Même agenda, même calendrier, même vocabulaire. Quand vous suivez C64, disons, c'est quand vous suivez AFC M23 et quand vous suivez Sauvons la RDC,
on dirait qu'ils ont fait une réunion ensemble avant de faire leur communiqué. Parce que tout ce que l'un dit, c'est ce que l'autre répète. Donc, ils ne s'en cachent même plus. Tout montre noir sur blanc qu'ils sont en connivence. D'un côté, on appelle à renverser le régime de Kinshasa dans la rue. De l'autre côté, on tente de le renverser par les armes à l'Est. 2 bras. Donc, c'est comme un seul corps, mais qui a 2 bras. Il est en train de tenter avec les 2 bras. De ce côté, il essaye avec la guerre. De ce côté, il est en train d'essayer de renverser par les marches, par les manifestations. Nous allons en parler. Maintenant, nous allons parler de Félix Tshisekedi. Permettez-moi de dire quelque chose d'important. Quelque chose que certains médias n'oseront pas dire, mais c'est que nous, sur Perspective africaine, nous avons le devoir de dire. Il y a des mois, bien avant ce rapport qui vient de paraître aujourd'hui, le président Tshisekedi Antoine avait publiquement déclaré, à plusieurs reprises d'ailleurs, que Kabila était le véritable parrain, le vrai patron du M23. Il avait dit que derrière la rébellion armée qui tue nos frères et sœurs à l'Est, il y avait une main politique. Et cette main avait un nom, c'était Kabila. Qui n'a pas considéré Félix Tshisekedi comme un menteur? Qu'est-ce qu'on a entendu en réponse? Qu'il mentait, qu'il cherchait à distraire l'opinion, que c'était de la politique politicienne, que c'était une attaque contre un ancien président pour des raisons de vengeance personnelle. On a tout entendu. Tout le monde, personnellement, même moi aussi, je disais, mais Félix Tshisekedi est en train d'exagérer un peu. Où sont ces voix ce soir? Toutes ces voix-là qui montaient disant que non, Tshisekedi est en train de mentir. Est-ce que ces voix-là peuvent encore revenir sur des plateaux de télé et répéter cela? L'ONU vient de donner raison à Félix Antoine Tshisekedi. Pas à moitié raison, entièrement raison. Et ceux qui ont passé des mois à défendre Kabila, à l'excuser, à lui offrir des tribunes, des podiums, ont une question à répondre devant l'histoire, devant le peuple congolais. Je veux qu'on retienne cette phrase ce soir. Quand Tshisekedi parlait, on disait c'est de la politique. Et quand l'ONU parle, on ne peut plus dire que c'est de la politique. Parce que l'ONU ne fait pas la politique. Venons-en maintenant au cœur de notre analyse de ce soir. Parce que le problème ne s'arrête pas à Kabila. Le problème, c'est tout ce qu'on a construit autour de lui. Sauvons la RDC n'est pas une initiative solitaire. C'est une plateforme qui a attiré des partis politiques, des mouvements citoyens, des personnalités, des plateformes comme le C64, qui est un ensemble de partis d'opposition. Et ces acteurs ont signé des communiqués communs avec Sauvons la RDC. Ils ont partagé des tribunes. Ils ont légitimé de leur présence et de leur signature une structure que l'ONU vient formellement de lier au M23 aujourd'hui. Que pouvons-nous dire de plus? Posons la question clairement, sans détour. Peut-on signer un communiqué commun avec un mouvement lié au M23 et prétendre ne pas le savoir? Ça, il n'y a que ceux qui ont signé qui peuvent nous donner la réponse. Peut-on partager une tribune avec Joseph Kabila en avril 2026, après ses visites documentées en territoire M23, et dire qu'on condamne le M23? On n'est pas naïf non plus. En droit, en morale ou en politique, la réponse est non. On ne peut pas prétendre ne pas savoir, parce que quand Kabila était parti à Goma, tout le monde l'a vu, ça a été documenté, que Kabila est rentré en RDC par l'Est de la République dans des parties occupées. On l'a vu être sécurisé par les soldats ou les milices M23, ou même les soldats rwandais également. Donc personne ne peut pas dire qu'il ne savait pas. Tout le monde savait que Kabila était en connivence avec le M23.
Il existe un principe simple que tout le monde doit comprendre. Un principe très simple. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est un principe universel que tout le monde connaît. Et en politique internationale, ce principe s'appelle la complicité par association. Quand vous choisissez de marcher avec quelqu'un dont les liens, quand vous décidez de marcher avec quelqu'un dont les liens avec une organisation armée sont documentés par l'ONU et que vous ne prenez pas publiquement vos distances, vous partagez la compromission. Donc moi, je pense que tous ceux qui ont signé avec Kabila, s'ils veulent se faire des données, ils n'ont qu'à passer dans des chaînes de télévision pour dire qu'ils se retirent. Ne pas le faire, c'est continuer dans la compromission et dans la complicité. Tous les partis du C64 qui se sont associés à Sauvons la RDC doivent ce soir répondre à cette question. Pas demain, pas après-demain, ce soir. Je veux maintenant aborder un sujet sensible, un sujet que certains éviteront par peur d'être mal compris. Mais la vérité n'a pas à avoir peur de froisser qui que ce soit. La SENCO, parlons-en. La conférence épiscopale nationale du Congo, nos évêques, les hommes d'église, les pères spirituels, comme on les appelle, que le peuple congolais respecte, que le peuple congolais écoute, que le peuple congolais suit. Je ne suis pas ici ce soir pour dire que nos évêques soutiennent le M23. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais on se pose des vraies questions. La question est différente, mais elle est grave. Si des représentants de la SENCO ont participé au conclave de Sauvons la RDC, si l'Église a prêté sa voix, son autorité morale, son image à une plateforme que l'ONU vient de documenter comme convergente avec le M23, alors, consciemment ou inconsciemment, intentionnellement ou non, la SENCO a participé à la stratégie de légitimation de Joseph Kabila, de légitimation de l'AFC M23. La SENCO a participé à la stratégie de légitimation de Joseph. L'intention ne suffit pas à effacer les conséquences. Non. Une caution morale mal placée reste une caution. Et quand cette caution profite à ceux qui alimentent une guerre, qui a tué des dizaines de milliers de Congolais, nous avons le droit de nous poser des questions et personne ne peut nous en empêcher. Nous attendons de la SENCO une parole claire, une prise de position nette, pas un communiqué vague, une rupture publique avec toute plateforme liée de près ou de loin à ceux qui soutiennent le M23. Parce que le peuple congolais mérite une église qui parle clair dans les moments difficiles. Et ce moment est très, très, très difficile. Je veux maintenant parler de l'opposition congolaise, dans son ensemble, bien sûr. Pas pour la condamner en bloc, mais pour lui rappeler une chose fondamentale. L'opposition, dans une démocratie, c'est vraiment sacré. Ça, nous sommes d'accord. L'opposition doit exister. C'est vraiment nécessaire. C'est même vital dans une démocratie. Un gouvernement sans opposition, c'est une dérive autoritaire. Et nous y sommes attentifs. Il faut que l'opposition existe. Il faut que l'opposition opère librement. Mais une position qui se compromet, qui choisit ses alliés sans regarder leurs mains, n'est pas une opposition crédible. Elle devient un instrument. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est ça la vérité. Donc l'opposition peut faire des alliances avec qui il veut, mais avant de faire les alliances, il faut d'abord regarder les mains qui lui sont tendues avant de les embrasser. L'Est de la RDC est en train de brûler. Des femmes sont violées chaque jour, on n'en parle même plus. Des enfants sont tués, des villes entières sont sous occupation armée. Et dans ce contexte, certains ont choisi de s'asseoir à la même table que celui que l'ONU lie avec ces violences. Je ne sais pas si vous comprenez mon analyse, si vous comprenez là où je veux en venir.
je pose la question, non pas pour humilier, mais pour interpeller. Qui représentez-vous vraiment? Le peuple congolais qui souffre ou les intérêts de ceux qui profitent de sa souffrance? Il est encore temps de choisir. Il est encore temps de se repositionner. L'histoire retiendra les noms de ceux qui ont choisi leur camp au bon moment et ceux qui ont attendu trop longtemps. Je me souviens que Félix Tshisekedi avait parlé de... il avait utilisé un terme, il avait dit... c'était quoi encore? Du bon côté de l'histoire, voilà. Il avait parlé du bon côté de l'histoire. Je pense que l'histoire retiendra que l'opposition avait donné des béquilles à la rébellion en utilisant son image, en signant des accords ensemble avec lui, parce que nous savons que pendant la guerre, on ne combat jamais un chef d'État. Pendant la guerre, on ne change jamais de commandant. Ce n'est pas pendant que le bateau est en train de chavirer que vous voulez remplacer le capitaine. Ça ne marche pas comme ça dans tous les pays du monde. Je l'ai toujours répété, j'ai suivi Emmanuel Macron quand on lui avait posé la question à propos des élections en Ukraine. Il a dit on ne peut pas poser ce problème maintenant aussi longtemps qu'il y a la guerre en Ukraine, on ne peut pas organiser les élections. Il a même donné l'exemple, il dit ça serait ici en France, nous aussi on n'organiserait pas les élections. On ne peut pas s'hasarder à vouloir faire partir un président, que ça soit fait mandat ou pas, pendant que le pays est en guerre. Quand on cherche à le renverser, c'est au profit de qui? On comprendrait si c'était la rébellion, parce que la rébellion, c'est son rôle. Il veut utiliser les armes pour prendre le pouvoir, même si ce n'est pas reconnu par notre constitution, qu'il prétende pourtant défendre. Mais ce qui choque, c'est quand l'opposition s'élie à ces idées-là, de demander à Tshisekedi de démissionner, à faire par tous les moyens pour le faire partir avant son mandat, alors qu'ils savent très bien que nous sommes en guerre et que l'ennemi est en train d'avancer. Dire à Tshisekedi de démissionner aujourd'hui, c'est dire aux rebelles de prendre le pouvoir. Il n'y a pas d'autre explication à ça. À moins qu'on parte dans une autre langue que nous, on ne comprend pas. Donc, chers Congolais, soyons très, très vigilants. J'en appelle aux opposants de revenir à la raison. Vous pouvez avoir vos divergences avec Tshisekedi, c'est votre droit. Mais le moment n'est pas. J'ai entendu les prêtres parler de l'opportunité quand il s'agissait de la Constitution. Ils ne voyaient ni l'opportunité, ni... Mais parlons des élections. Moi aussi, je ne vois pas l'opportunité. Pas seulement moi, mais la plupart des Congolais ne voient pas l'opportunité des élections en ce moment de guerre, en ce mois précis de guerre. Quelle est l'opportunité? Quelle est l'urgence pour qu'on puisse changer de président à la tête du pays pendant qu'on est en guerre? Donc, si c'est question d'opportunité, en tout cas, il n'y a ni opportunité ni urgence pour qu'on puisse faire des élections dont on sait que, d'abord, ces élections-là, de la même façon qu'on refuse qu'il ne peut pas y avoir référendum sans l'Est de la République démocratique du Congo, de la même façon, il ne peut pas y avoir élection sans cette partie-là du pays. Parce que aller aux élections sans Goma, sans Bukavu, c'est abandonner cette partie du pays aux rebelles. C'est condamner le pays à la balkanisation. C'est là où on doit se mettre d'accord. De la même façon qu'on refuse qu'il ne peut pas y avoir référendum pendant que le pays est à l'intérieur des sièges, pendant que le pays est en guerre, pendant qu'une partie est occupée, de la même façon que les prêtres de la Senko et les opposants puissent avoir ce courage-là, cette honnêteté intellectuelle de reconnaître que de la même façon qu'il est impossible d'organiser un référendum pendant la guerre, c'est de la même manière qu'il est possible d'organiser les élections législatives et présidentielles. Parce que le référendum, c'est une élection. Les élections, donc tous les deux, dans tous les deux cas, il va s'agir des votes. Donc, j'appelle au peuple congolais d'être très vigilant. Et à tous ceux qui nous ont suivis ce soir,
Je vous souhaite bonne soirée et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour nous encourager. À très bientôt pour une autre analyse.